Vus du ciel, on croirait des vacanciers profitant d'un bain de soleil. La respiration lente et les yeux fermés. Ils sont des dizaines, peut-être même des centaines, allongés sur le dos dans l'herbe fraîchement coupée. L'été bat son plein et les 150 hectares du lieu ressemblent à n'importe quel camping. Quelques bâtiments, un terrain de pétanque pour les adultes, des balançoires pour les enfants et une grande piscine bleue pour tout le monde. À y regarder de plus près pourtant, un certain nombre d'éléments troublants posent question. D'abord, la plupart des hommes et des femmes allongés sont complètement nus. Et certains passent lentement leurs mains sur leur corps. Tous semblent en fait guidés par une voix qui tantôt leur parle, tantôt psalmodie dans un micro. Dans cette assemblée de corps, un seul homme se tient debout, en effet, Claude Vorillon, que tous appellent Raël, et qui inculque à ses fidèles les principes de ce qu'il appelle la méditation sensuelle. Au départ, quand il y a quelques années, Vorillon a poussé ses fidèles à se dénuder pendant les fameux stages organisés par ses soins, tout le monde était surpris et gêné. Bien sûr, le gourou s'y attendait, il a patiemment pris le temps de les convaincre en expliquant pourquoi telle était la volonté des Elohim et surtout, chose très importante, en laissant à ses ouailles l'illusion du choix. En vérité, la rhétorique parfaitement rodée qu'il récite avec bienveillance est faite pour s'insinuer dans l'intimité de chacun. Il explique que la société ne nous laisse jamais le temps ni de prendre soin de nous, ni de découvrir les mécanismes qui nous animent intérieurement. Elle nous empêche de comprendre nos désirs profonds. Les Elohim, au contraire, veulent nous libérer pour que nous puissions nous réaliser pleinement. Et quoi de mieux que de libérer l'esprit par le corps ? La formule du prophète, citée dans le témoignage d'un fidèle, est à la fois si simple et si plate que même en connaissant les mécanismes d'emprise, on se demande comment elle a pu convaincre autant de personnes de se dévêtir. Pour enlever la culotte que vous avez sur la tête, vous devez d'abord enlever celle que vous avez sur les fesses. La méditation sensuelle peut commencer. L'effroi que cette scène suscite a posteriori témoigne sans doute mieux que tout autre du pouvoir total que Vorillon exerce. La technique est bien connue. Elle est la même dans tous les mouvements sectaires. Le guide abolit petit à petit chaque limite de ses fidèles pour en créer d'autres, dont il est cette fois-ci le seul et unique maître. Une fois dénudés, les fidèles s'allongent et ferment les yeux pour se laisser porter par le psaume. Après de longues minutes, Vorillon les invite à se focaliser sur l'un des 5 sens en particulier, le toucher, sentir d'abord le bout de leurs doigts, puis à passer lentement leurs doigts sur leur corps, sur chaque partie de leur corps, sans en oublier aucune. Et comme si cela ne suffisait pas, des miroirs sont lentement distribués aux fidèles et leur guide les invite à s'en servir pour observer leur propre anus. À le regarder sans dégoût, sans honte, à se libérer de toutes les hontes. Plus besoin de paraître. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Se croyant libérés de leurs conditions premières, les fidèles ressentent une immense gratitude à l'égard du guide, sans comprendre qu'il vient en fait de les emprisonner, tout contre lui. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le second que nous consacrons au tristement célèbre Raël. De son vrai nom, Claude Vorillon, ce faux prophète et sinistre manipulateur a endoctriné des milliers de fidèles depuis les années 70 en se prétendant le messager des extraterrestres créateurs de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parlerai de ses succès en Amérique du Nord, où il finit par prendre la parole devant le Congrès des États-Unis. Certains piétons changent de trottoir, mais la plupart s'arrêtent pour observer d'un œil amusé cette drôle de manifestation. Des hommes et des femmes paradent dans les rues de Genève et distribuent des tracts en tentant d'engager la discussion. On rit volontiers, car certains portent des déguisements d'extraterrestres, tandis que d'autres exhibent des soucoupes volantes gonflables.
C'est l'une de leurs forces. Les Raéliens ont le don d'attirer les curieux. Et dès que quelqu'un manifeste le moindre intérêt, ils passent à l'action, engageant la discussion avec beaucoup de bienveillance. On écoute l'intéressé pour mieux cerner son profil et ses attentes, avant de lui proposer de découvrir le sens de la vie à travers la parole de Raël dans le livre qui dit la vérité. Cela tombe bien d'ailleurs, car ils en ont des dizaines d'exemplaires dans leur sac. Bien entendu, ces exemplaires sont à vendre. Parmi celles et ceux qui s'arrêtent, beaucoup restent néanmoins sceptiques. Ils sont alors invités à se présenter librement lors des réunions mensuelles. Ces journées sont spécialement conçues pour découvrir le mouvement en rencontrant ses membres dans un cadre plus convivial. De même que Raël a pris le temps d'instaurer progressivement son pouvoir avant de proposer la méditation sensuelle, l'adhésion des fidèles au mouvement et à ses différentes pratiques se fait une étape après l'autre, lentement mais sûrement. Quand les manifestants quittent le centre-ville, ils laissent derrière eux beaucoup d'hommes et de femmes intrigués. Après tout, pourquoi ne pas aller voir le mouvement de plus près ? Ça a l'air amusant, on ne risque sûrement rien. Après 1995, tandis qu'il envoie des fidèles aux 4 coins du monde annoncer son message, comme à Genève, Claude Vorillon pose ses valises au Québec. Il a quitté la France après la dissolution de son mouvement, officiellement classé comme secte. Cela est très difficile à croire, mais malgré les accusations graves dont il fait l'objet dans son pays natal, le gourou bénéficie d'un accueil relativement chaleureux de l'autre côté de l'Atlantique. Culturellement, le Québec est notamment connu pour la tolérance, dont les habitants font preuve à l'égard des croyances individuelles. C'est à ce moment-là qu'il crée près de Montréal un lieu qu'il baptise Éden. Ce domaine idyllique de 150 hectares peut accueillir les fidèles comme les curieux, tous bienvenus pour partager en famille la joie et l'amour des Raéliens. Quelques mois seulement après son arrivée, Vorillon obtient même que son mouvement soit officiellement considéré comme religieux, ce qui, en plus de le crédibiliser dangereusement, permet à sa structure de ne pas payer d'impôts. D'argent, il en est évidemment question. Car cela fait de nombreuses années que le faux prophète unit ses fidèles autour d'un objectif commun, celui de construire sur Terre une ambassade destinée à l'accueil des Elohim avant 2035. Bien entendu, les fidèles sont encouragés à faire les dons les plus généreux possibles et, pour mieux les justifier, Raël a tout de suite imaginé un récit à la hauteur de ce projet colossal. Il prétend s'être tout bonnement rendu sur la planète des êtres venus du ciel, un véritable paradis sans argent, ni haine, ni pouvoir. Et il dit avoir rencontré Bouddha, Mahomet, Moïse et jusqu'à Jésus lui-même, dont il affirme être le demi-frère. Selon lui, c'est à cette occasion qu'il lui fut demandé de construire l'ambassade. Le prétexte est largement suffisant pour ses disciples endoctrinés, trop heureux de croire aveuglément cette surenchère d'arguments massus. Tous ont l'espoir de rencontrer les Elohim de leur vivant, et Claude Vorillon le comprend mieux que personne. L'espoir fait vivre ses fidèles, dont les dons le font vivre lui. À la fin des années 90, l'imposteur revendique donc 50 000 adeptes à travers le monde, nombre qui continue de grimper en flèche. Et parmi les nouvelles venues, il se trouve justement une femme du nom de Brigitte Boisselier. Cette docteure en chimie d'origine française va rapidement s'élever jusqu'au sommet de la hiérarchie raélienne en mettant ses connaissances scientifiques au service du guide. Ensemble, ils vont bientôt prétendre qu'ils sont capables de cloner l'être humain. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. On se croirait dans une dystopie. Un futur tellement absurde qu'on en rit si on a même osé l'imaginer. La grande histoire regorge de ces impossibles devenus réalité.
De l'invention de l'arme atomique aux récentes catastrophes sanitaires que l'on n'a pas cru bon de prévenir, l'homme a le don de faire précisément advenir ce qu'il craint. En l'an 2000, alors que l'humanité tout entière se prend à rêver d'un monde qui aura tiré les leçons du passé, les progrès scientifiques qui n'avaient été pendant longtemps que pure fiction vont enflammer bien des débats. Le 29 mars, Brigitte Boisselier, une chimiste française dont la popularité ne cesse de grandir, est invitée à prendre la parole devant le Congrès des États-Unis. Plus surprenant, pour ne pas dire plus consternant. Est assis à côté d'elle un homme qui ne se présente plus. Vêtu de son habituelle combinaison blanche rétro-futuriste, coiffé de son invariable chignon, il affiche le sourire plein de fausse modestie de l'homme satisfait de son importance. Claude Vorillon, alias Raël, est reçu dans l'antre de la démocratie américaine. Aujourd'hui, la situation paraît totalement impensable. Mais à l'époque, le Congrès organise un débat d'une importance éthique capitale. 3 ans auparavant, une équipe de chercheurs écossais est en effet parvenue à donner naissance au premier clone de l'histoire. Et s'il s'agissait à l'époque d'un mammifère, une chèvre nommée Dolly, les spéculations se sont évidemment tout de suite reportées sur la possibilité de réaliser cette opération sur l'être humain. C'est précisément là que les Raéliens entrent en scène. Pour eux, la possibilité avérée du clonage est une immense victoire. Raël en parle depuis 1975. Selon lui, le secret de la vie éternelle des Elohim réside dans cette prouesse scientifique, et c'est le destin des hommes que d'y accéder à leur tour. Son discours n'a pas changé depuis 20 ans, malgré les moqueries qu'il a toujours suscitées. Mais maintenant que Dolly est née, plus personne ne rit. Sauf lui. Et les sénateurs américains sont pendus à ses lèvres. Il est effrayant de penser à la tribune qui est offerte au gourou ce jour-là. Dans un souci de transparence, et comme le Congrès reçoit des scientifiques, philosophes et chercheurs du monde entier, les auditions sont retransmises à la télévision nationale. Raël le sait. Il a préparé son intervention de sorte à ce qu'elle soit bien plus une présentation de son mouvement qu'une réelle contribution au débat. Vaincre la mort, amour infini, 25 000 ans d'avance technologique, et bien sûr, devenir l'égal des Elohim, ne sont que quelques-uns des éléments de langage qu'il rabâche pendant les 5 minutes qui lui sont accordées. Cela peut paraître court, mais c'est amplement suffisant pour qu'il remplisse son objectif de publicité pour le plus grand malheur des futurs adeptes qui le découvrent à la télévision. La solennité des murs du Congrès qui l'encadrent, les regards sérieux que les sénateurs lui portent, et la présence à ses côtés de Brigitte Boisselier lui donnent la légitimité du sage. Aujourd'hui encore, on se demande comment Claude Vorillon a pu aller aussi loin. Comment cet homme, né à Vichy dans un milieu modeste, qui a tenté d'être tour à tour chanteur, journaliste sportif et pilote de course, sans connaître le succès nulle part, a-t-il fini au Congrès des États-Unis ? Lui, en tout cas, n'avait certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Peu de temps après, Brigitte Boisselier et lui-même annoncent que leurs équipes seront les premières au monde à permettre la naissance d'un clone humain. Et ce, moins d'1 an plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'infiltration de l'Éden par 2 journalistes d'investigation et des vérités derrière les prétendus clonages. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.